Fin du mois du Consommons local, c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que nous le fermons avec Kaloudia Togbe. Elle est jeune entrepreneur, belle et intelligente et elle a un parcours assez atypique qu'elle a choisi et accepté en fait de nous dévoiler ce soir. Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre ici au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou sur la session live de l'ORTB. Alors Kaloudia Togbe, bonsoir. Bonsoir Angela. Alors, je dois dire qu'en réalité, nous sommes entre nous puisque c'est vraiment sur les antennes de l'ORTB. Alors que vous étiez chroniqueuse, je crois, d'une page sur les relations internationales avec Expédie Ologou, notamment sur Bonjour Citoyen, que je vous ai connu. Alors, je suis vraiment heureuse du fond du cœur de vous recevoir. Merci Angela, bonsoir à vous, tout l'honneur est pour moi. Alors, vous avez été chroniqueuse, mais en réalité, j'ai eu l'impression, en tout cas, que vous n'aimez pas trop les projecteurs. Cependant, ce soir, je vais vous soumettre à cet exercice. Ici, nous n'avons pas l'habitude de cacher des choses à nos internautes. Et cette émission avec vous, c'est vraiment pour inspirer notre communauté et faire plaisir également à notre communauté. Est-ce que vous êtes prête à tout me dévoiler? Je vais essayer. Il le faut. Parce que des succès comme ça, il faut que ça se raconte. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, nous allons faire la première escale. C'est bien sûr avec l'icebreaker. Kaloudia Togbe, c'est tout ce que je sais de vous. Et peut-être qu'il y a d'autres prénoms que personne ne connaît, que je voudrais connaître. Evelyne Hidayat. D'accord. Evelyne Hidayat. Oui. Ça veut dire que vous êtes originaire d'où? Qui sont vos parents? De Porte-Novo. Horacio Ioador, mon père, originaire de Porte-Novo. Trinité Dossiovo, ma mère, originaire de Ouida. Alors, c'est assez simple comme réponse. On va continuer quand même. Et pour savoir quelles a été les choses qui ont rythmé l'enfance de Kaloudia. Je voudrais que vous souriez beaucoup parce que vous êtes belle. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et vous alliez... Et vous alliez... Très belle vous allez bien, l'intelligence et, disons, la beauté. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé chez vous. Et c'est pour ça que j'ai tenu à vous recevoir. Merci, donc, Angela. On y va avec beaucoup de sourires, comme je vous le connais. Et donc, je parlais donc de l'enfance de Kaloudia. J'aimerais bien connaître ce qui a rythmé cette enfance-là. Alors, beaucoup de personnes pensent que je suis née avec une cuillère d'or dans la bouche. C'est pas du tout, mais alors, pas du tout le cas. J'ai grandi, on va dire, assez simplement. J'ai fait le Joyeux Lutin, école primaire. Ensuite, j'ai fait le CSNDA, le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. D'accord. Et on va dire que les sœurs ont fait, mais en grande partie, mon éducation, j'en suis encore reconnaissante jusqu'à aujourd'hui. Et après, j'ai fait l'université. D'accord, les sœurs. Et vous aviez des parents, des frères et sœurs ou pas? Oui, bien sûr. Quand vous parlez de sœurs, c'est les religieuses. Les sœurs religieuses, pardon. Voilà. Parce que oui, le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres a toujours été dirigé par des sœurs religieuses. Donc, c'est des sœurs religieuses que je parle. Vous avez combien de frères et sœurs? Alors, j'ai une grande sœur qui s'appelle Nadine. J'ai un jeune frère, Eutychus. Une petite sœur, Audrey, qui est à l'extérieur. Un petit frère, Paul Gaspard, qui est à l'extérieur également. Ça fait combien? Ils sont 4. Et vous êtes la cadette, c'est ça? Non, je viens juste après l'aîné. C'est d'accord. Oui. Alors, Kaloudia a l'air très calme et on le ressent déjà. Mais est-ce qu'elle a toujours été calme? C'est vrai que vous êtes restée chez les sœurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais dites-moi, comment ça a été votre enfance? J'ai toujours été très calme. J'ai toujours été un enfant très, très effacé. J'ai jamais été appelée à l'école pour les punitions de quelque manière que ce soit. J'ai toujours été un enfant très gentil. À la base, je suis plutôt le genre de personne qui reste dans l'ombre pour servir d'autres personnes.
Mais après, à un moment donné, mon parcours a changé et m'oblige un peu à me montrer sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur Ce mes que vous faites. entreprises. Mais sinon, à la base, je suis quelqu'un vraiment de très calme, de très effacé. En dehors de ça, quels ont été vos, j'allais dire, à quoi est-ce que vous vous accrochiez beaucoup plus lorsque vous étiez enfant, c'est-à-dire les loisirs, par exemple. Moi, j'aimais bien chanter, même si j'ai pas une belle voix. Vous avez une très belle voix, Sheila. Vous, par exemple, Moi, je faisais beaucoup de lectures. J'adorais les magazines de mode, les magazines d'information, justement les magazines qui donnaient des petites astuces sur la peau, l'entretien de la peau, l'entretien des cheveux. Depuis vraiment mon primaire, je sautais sur ce genre de magazine parce que je n'avais pas la chance de faire du sport, par exemple, en dehors de ce qui est fait à l'école. Donc pour moi, c'était les bouquins tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai fait un peu de piscine, mais juste 2 années. et enfant, on a toujours des rêves, hein. À quoi est-ce que vous vous êtes prédestiné lorsque vous étiez enfant? Quand j'étais enfant, je voulais devenir pédiatre. C'est très drôle, je suis devenue tout sauf pédiatre tout au Pédiatre, long de hein? mon parcours, oui. Donc, vous aimiez beaucoup les jeux ou enfin les jouets d'infirmières, le genre qu'on nous offrait à Noël. Exactement. C'était beaucoup plus ça que vous Oui, mais aimiez. j'avais aussi un oncle, Mhm. Mingan, qui justement est pédiatre. On allait très régulièrement chez lui et ça m'inspirait beaucoup, même en étant à la maison, il recevait des patients. Et ça me plaisait beaucoup. Donc après, j'ai voulu faire la pédiatrie plus grande. Mais pourquoi, après votre bac, vous vous intéressez plutôt, je crois bien, hein, aux relations internationales? Comment ça se fait? Parce que j'ai passé les concours de la médecine et je n'ai pas pu avoir ces Vous avez fait concours. quel bac, s'il vous D, plaît? j'ai fait un D. bac D. D'accord. Et donc, j'ai passé plusieurs concours et on va dire celui qui a marché, c'était celui qui m'envoyait en diplomatie et relations internationales. Voilà, vous aviez beaucoup lu. Oui, Je suis sûre que c'est ça, puisque vous aimiez également la lecture. Donc, vous êtes allé au niveau de la faculté des droits, c'est ça? non, Du plutôt à droit l'ENA, à, l'École nationale d'administration de magistrature. J'ai fait ma licence en diplomatie et relations internationales. Ensuite, j'ai fait mon master, pareil, dans la même filière. J'aurais peut-être pas dû. Pourquoi? Non, faut pas regretter ce genre Non, de je ne choses. regrette pas, mais avec beaucoup de recul, j'aurais préféré faire un domaine différent. Et à la sortie de ce premier master, m'insérer sur le marché du travail. D'accord. Voilà. Donc, vous avez eu un master en... En diplomatie, relations internationales. Et on m'a dit, mais ce serait dommage de t'arrêter à ça, vu que tu es là, il faut essayer de diversifier. J'ai passé des concours d'entrée dans la fonction publique, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu la chance d'être retenue. Et j'ai déposé mes dossiers, mais partout où je passais, on me disait, vous avez fait la diplomatie, les relations internationales, il n'y a que le ministère des Affaires étrangères qui peut vous recruter. Et donc, je me suis dit, il faut changer de cap pour avoir Ok. un peu plus d'opportunités. Donc, j'ai fait un deuxième master, le master de management des élections à la chaire UNESCO, à l'UAC également. Dis donc, vous avez beaucoup étudié, J'ai hein? inutilement étudié, Non, mais c'est pas inutile. C'est pas ça me inutile. sert. Non, c'est clair que ça me sert. C'est pas du tout Ça me inutile. sert. Moi, je l'admire beaucoup. Franchement, Merci, Angela. j'admire tout ça. Alors, je vais quand même faire une petite incursion maintenant dans votre vie de femme. Je n'ai pas fini. Ah, Après ce d'accord. Ah, master, j'en ai fait un autre, le master droit international, organisation internationale, et je me suis bon, inscrite c'est en une tête thèse. fêlée qui est avec Je me moi. suis inscrite en thèse parce qu'on me dit, bah, tu as fait jusque-là, autant aller vers la thèse et être professeur d'université après. Donc voilà un peu mon parcours Moi, universitaire. j'adore en tout cas les femmes qui étudient, qui sont intelligentes et en même temps belles. Merci Angela. Merci et félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, une petite incursion maintenant dans votre vie matrimoniale, votre vie de femme, pour demander si vous êtes encore un cœur à prendre ou si vous avez également des enfants célibataires, mariés. Je veux tout savoir. Je suis mariée, mère de 2 enfants, Owen qui a 6 ans, Oliver qui a 10 mois. D'accord. Ok. Un coucou à votre cher et tendre époux. Ah oui, je te fais un coucou Junior. Je sais qu'ils sont en train de me regarder parce que le Owen, il avait hâte de regarder où est-ce que j'avais rendez-vous ce soir. Je lui ai dit que c'était ici, donc je vous fais un coucou.
Chers amis internautes, je vous imagine bien scotchés parce que nous avons désormais la rubrique quiz qui met en jeu cette fois encore un chèque cadeau d'une valeur de 15 000 francs. Vous aurez à répondre à une question qui concerne évidemment Caloudia en fin d'émission. Alors, je vous prie de ne pas décrocher parce que ce sera à ce seul prix que vous allez pouvoir avoir la bonne réponse et remporter ce chèque cadeau offert par Lolo Andoche. Et Caloudia, nous allons continuer avec notre discussion. Vous êtes donc finalement une tête bien calée en matière de relations internationales, mais finalement, aujourd'hui, vous êtes fondatrice de la marque de cosmétiques Origine Terre. Oui, exactement. Je veux connaître l'histoire parce que c'est décalé complètement. Totalement, c'est clair. On va dire qu'à la fin de... Oui. À la fin de la rédaction de ma thèse, les choses ne se sont pas passées comme je souhaitais. Ce n'était pas du tout dépendant de ma volonté. Tout ce que j'attendais, c'était de soutenir, mais il y a eu des blocages. Donc, je me suis dit, en attendant, je ne peux pas rester à la maison. Il faut Quel bien blocage vivre. Il faut bien vivre. Donc, j'ai initié un petit commerce de vente de bijoux, mais pas du tout de valeur au départ, sachant que quelques années après, j'ai vendu des bijoux en or également. Et donc, ça a commencé par là. Et puis après, on me posait les questions de savoir comment est-ce que tu entretiens ta peau. Tu n'as pas besoin de te dépigmenter, tu n'as pas de taches, tu n'as pas de boutons. Et puis, tes cheveux sont magnifiques. J'avais l'habitude de lâcher mes cheveux. J'ai un bon volume, une belle longueur. Donc, comment tu fais? Ce n'est pas possible. Parfois, j'allais dans les centres commerciaux. Je voyais même des Nigérianes me poser la question, être sidérées par mes cheveux. Je fais, oh, mais c'est rien. J'utilise juste des matières premières, parfois même de la maison, comme l'aloe vera qu'on a à la maison. Et donc, les gens, de plus en plus, me posaient la question. Du coup, je me suis dit, il faut que je propose des matières premières aux gens pour prendre soin de leur peau et pour ainsi ne pas avoir besoin de se dépigmenter la peau parce que ça a quand même des revers. Donc, je suis passée à la vente de bijoux, à la proposition de matières premières, des huiles végétales essentielles, des poudres pour entretenir les cheveux. Et après, des clientes m'ont dit, mais nous, on n'a pas le temps de faire toutes les mixtures que tu fais, il faut que tu fasses quelque chose, que nous, on veut un produit tout prêt. Donc, Origine Terre est partie de là. C'est ça. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des blocages. J'aime bien. Vous me connaissez, non? Je suis trop curieuse. Je veux comprendre. Je sais que vous n'aimez pas, mais bon, je veux comprendre. Vous pouvez le dire à mots voilés, hein? Pas dans le fond. D'accord. Alors, je suis une femme. Et quand vous êtes une femme, que vous n'avez pas de mentor, de personnes d'un certain niveau, de relations pour vous suivre. Je comprends, c'est douloureux. Voilà. On arrête. Voilà. C'est très douloureux. Alors, lorsque les gens veulent entreprendre, souvent, le frein qu'ils exhibent, c'est le financement. Est-ce que vous pensez que le financement est vraiment un frein à l'entrepreneuriat ici au Bénin? Non, pas du tout alors, parce que moi, j'ai commencé vraiment avec pas grand-chose, je dirais pas avec 0 franc, mais je venais de finir un stage qui avait duré 2 années et un stage totalement bénévole. Mais je travaillais comme si j'étais payée 500 000, 800 000 le mois. J'étais vraiment comme une consultante, je travaillais énormément et mes propositions étaient transmises directement au ministre dans ce ministère-là. Donc le directeur, il avait le cœur lourd en me laissant partir. Il fait, mais je ne peux pas te laisser partir comme ça. Il m'a offert une enveloppe. Je reste reconnaissante à ce monsieur. On a gardé de très bonnes relations d'ailleurs, de 50 000 francs. Et donc finalement, il y a eu quand même un ange du ciel. Ah, mais il y en a pour toujours. vous aider. Il y en a toujours. C'est juste que parfois, oui, ils sont au bon endroit, au bon moment, mais parfois, il y a simplement personne. Ou alors, vous avez peur que ça vous retombe dessus, vous n'en parlez pas et vous subissez. C'est ça. Mais sinon, oui, moi, j'ai beaucoup de chance. Mes clients, je les remercie tout le temps. J'ai beaucoup de chance, oui. Donc, oui, il y a eu ce monsieur qui m'a offert une enveloppe et j'avais déjà vidé toutes mes ressources, toutes mes économies dans les allers-retours. Les stages bénévoles, vous voyez ce que ça peut être pendant des années, Oui. c'est épuisant. Oui, je l'ai fait aussi, 4 ans. Exactement. J'ai épuisé les ressources de mon époux aussi et à un moment donné, il y a eu
eu cette petite enveloppe et j'ai refusé, mais il a insisté, j'ai accepté. Donc, cette enveloppe, je l'ai divisée en deux. J'ai pris une partie justement Vous avez pour lancer. refusé, en fait, J'ai refusé. pour ne pas subir après Exactement, parce que je ne veux pas avoir l'impression que je dois quelque chose à quelqu'un. On ne connaît pas toujours les gens de façon très, très profonde. Voilà. Heureusement, je n'ai pas du tout eu cette impression après. Ça s'est très bien passé. Je n'ai rien eu comme demande en retour. Donc, je suis partie avec une enveloppe de 25 000. Les 25 000 qui restaient, on n'avait presque plus de provisions chez moi. On a fait des provisions pour manger à la maison. Donc, c'est avec 25 000 que j'ai commencé. Donc, j'estime que non, on n'a pas besoin d'aller vers les banques. On n'a pas besoin d'avoir 500 000 francs avant de lancer un business au Bénin. Il y a un jeune qui m'a abordé il n'y a pas longtemps pour me dire « Ah, Dada, je veux lancer une cafétéria, aide-moi s'il te plaît financièrement. » Je fais « D'accord, il n'y a pas de problème. Combien toi-même tu as ?» Parce que quand vous voulez lancer un business, si l'autre doit vous apporter la totalité du financement, c'est un business qui va échouer, mais très vite, très rapidement. C'est une évidence. Et il me dit « Ah, j'ai 500 000 francs. » Je dis « Mais attends, mais t'es riche. » Vraiment? Mais t'es riche, t'as même pas besoin de 500 000 francs pour lancer une cafétéria. T'as besoin à peine de 100 000 francs CFA. Parce que quand tu vas garder les 500 000 francs pour les lancer, les différentes difficultés que tu auras devant, tu n'auras plus une petite marge pour les gérer. Si ton business ne fonctionne pas comme il faut et que tu recrutes des gens, tu n'auras pas du tout de marge pour payer ces salaires alors que ces personnes bossent pour toi. Et que ça fonctionne ou pas, elles ne veulent pas savoir. Tu dois les rémunérer. Donc, tu dois garder une marge de côté pour les éventualités, les imprévus. Donc, tu ne peux pas mettre même 500 000 francs totalement. Moi, je te recommande de commencer avec 100 000 francs, mais vraiment. Et puis de garder ces 400 000 francs, de les budgétiser, d'être rigoureux avec ce budget-là jusqu'au bout. Et puis, ça va très bien se passer. Tu vas multiplier. Je suis très contente parce que finalement, j'ai fait d'une pierre deux coups. Je suis avec une femme qui a connu des difficultés et en même temps, une entrepreneur qui saura nous donner des conseils. Donc, vous étiez en train de parler justement des sous qui ne sont pas du financement, qui n'est pas en réalité un frein à l'entrepreneuriat. Mais pour vous, qu'est-ce que un entrepreneur devrait avoir comme, disons, caractéristique première, une caractéristique, on dit, première, pour donc pouvoir y aller? J'ai envie de dire du courage. D'accord. Si je dois dire un deuxième mot, la volonté. Ça suffit largement. Tout ça, ça vient avant le financement. Avant le financement. Oui, parce que même quand on part de zéro et qu'on a un projet, on peut très bien se dire, faire un plan et se dire, j'ai besoin de commencer avec 100 000 francs, mais j'ai rien pour le moment. Je fais des jobs, je mets de l'argent de côté. Quand j'ai les 100 000 francs pour lancer mon business, je lance mon business. Mais rester dans son coin à pleurnicher, je n'ai pas d'argent, les banques refusent de m'accompagner. Ça ne sert absolument à rien et ça ne fait pas avancer. Les banques ne vous connaissent pas. Pourquoi elles vous remettraient l'argent de leurs clients? Alors que quand vous avancez pendant 5-7 ans, vous êtes tranquille, c'est les banques qui viennent à vous et c'est ce qui s'est passé avec Origine Terre. C'est ça. Alors, quelle a été quand même, après le lancement avec 25 000 francs CFA, la première grosse difficulté que Kalou Dia a dû gérer? Je faisais mon business en ligne sur Facebook. C'était assez difficile parce que les gens disaient tout le temps « Ah, nous, on ne vous voit pas, on ne vous connaît pas, on ne sait pas si vous êtes arnaqueuse, arnaqueur, on ne sait même pas si vous êtes une femme derrière l'écran ou si c'est un homme, si vous êtes nigérian, béninois, on ne sait pas. Peu importe la nationalité, on veut vous voir, on veut venir dans votre showroom pour choisir les articles, on veut discuter avec vous. » Et évidemment, je n'avais pas d'accompagnement, je n'avais pas de financement. Donc, imaginez quelqu'un qui commence avec 25 000, à quel moment vous louez? Alors que là, vous êtes dans la recherche et dans la fidélisation de clients. Donc ça a été la première difficulté. Il fallait travailler, mais vraiment énormément. Et pendant ce temps, il faut vivre. Donc, il faut budgétiser et prendre les dispositions, mettre les clients à l'aise, pouvoir les mettre en confiance, évoluer et à un moment donné, passer à l'étape supérieure. D'accord. Alors, en fait, lorsque vous décidez, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, lorsque vous décidez d'entreprendre, vous avez commencé par les bijoux. Et comment est-ce que vous avez pu formuler après vos produits? Est-ce que vous avez essayé d'étudier? Vous avez été autodidacte? Comment ça s'est passé? Alors oui, première chose, on a monté une équipe de techniciens.
Et deuxième chose, parallèlement, personnellement, mais aussi cette équipe, il a fallu prendre plusieurs formations. C'était évidemment pas ici, parce que quand vous ne vous formez pas, pour l'entrepreneur, c'est vraiment la première chose. À moins que vous partiez avec de gros financements, là, vous ne faites rien. Vous prenez des personnes qui sont plus intelligentes que vous, qui sont calées dans des domaines précis. Là, vous avez les moyens de les rémunérer. Mais quand vous ne partez pas sur cette base, vous êtes obligé vous-même de vous former, mais énormément. Moi, je continue de me former jusqu'à maintenant. Généralement, c'est les dimanches que je le fais. Je me forme en management, en gestion d'équipe, en gestion de crise, mais vraiment dans plusieurs domaines. Donc, j'ai pris des formations en aromathérapie, en phytothérapie, etc. Et nous avons fait plein de tests. J'avais des clientes qui me faisaient confiance, je ne sais pas pourquoi, mais qui me faisaient confiance et qui me disaient, mais moi, je veux être cobaye. Donc, tout ce que tu fais, j'ai confiance en toi. Tout ce que je veux, c'est que tu appliques tout ce que tu fabriques là sur mon visage. Je veux avoir un visage comme le tien, je veux avoir un visage impeccable, sans boutons, sans taches, etc. Et donc, on avait un petit noyau de clients qui étaient volontaires pour tester et on faisait les tests jusqu'à ce que les produits soient efficaces. Et c'est seulement quand ils étaient efficaces que maintenant on les commercialisait. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement dans les cosmétiques, vous avez décidé d'aller dans l'agroalimentaire également. Dites-moi, comment ça se fait? Alors les deux, ça n'en a pas l'air, mais les deux sont liés. Parce que quand nous avons commencé, l'une des difficultés que nous avons eues, c'est, je vous donne un exemple, nous avons un savon menthe artémisia. Lorsque vous avez besoin de fabriquer ce savon-là, ou un autre savon qui s'appelle chai au basilic, que la maman adore parce que ça brûle les bourbouilles des enfants. Et donc, lorsque vous avez besoin de chai au, une certaine quantité, sachant que nous sommes axés sur le biologique, la culture biologique, premier point, c'est quasiment impossible. Ceux qui en font, pendant que vous avez besoin de 50 kilos, ils en ont 1 kilo, ils en ont 50 grammes. Vous allez chercher pendant des jours et des jours, des semaines parfois, et vous n'allez pas en trouver. Ça me dégoûte de devoir le dire, mais je vais le dire. On en est arrivé dans ce pays à devoir importer de l'aloe vera parce qu'il faut utiliser l'aloe vera à un certain niveau de maturité pour avoir les effets dans un produit fini. On a dû importer depuis l'extérieur de l'aloe vera, la qualité dont nous avions besoin, parce que tout ce qui était ici, c'était de petites tiges et consorts. Donc, on a dû, à un moment donné, nous-mêmes, mettre en place des terrains. On a acheté des terrains et voilà, à ce moment-là, on a pris toutes les dispositions, on avait les matières premières dont nous avions besoin, on les cultivait de façon biologique. C'est bon, tout le monde est content, nos clients, ils ont les effets des produits finaux, tout le monde est content. Mais après, il faut rentabiliser. Oui. D'où la mise en place maintenant d'une ferme correcte avec des porcs, de la volaille pour utiliser leurs déchets et pouvoir avoir véritablement un cycle correct. Et il faut pouvoir éviter les vols sur le terrain qu'on sort. Donc on s'est dit, du moment où on a tout ça, autant mettre en place une autre marque et voilà. Comment ça s'appelle votre marque? BioHit. BioHit, oui. Et que vous co-dirigez en fait. Exactement, avec mon époux. C'est ça. Mais toutes mes félicitations, on va dire que j'en apprends beaucoup. Mais si j'ai envie de m'investir dans les produits cosmétiques, quels conseils me donneriez-vous? Alors, première chose, c'est faire énormément de recherches, c'est se former, parce que sinon, vous allez faire beaucoup de pertes, ça va vous dégoûter et vous allez sortir de là avant même d'avoir commencé. Donc, faire énormément de recherches. Deuxièmement, utiliser notre culture, parce qu'après, nous, l'un de nos défis, c'était de proposer des produits. Et quand vous mettez nos produits, vous mettez des produits des grosses marques, les 2 premières grosses marques européennes à côté. Les gens seront fiers de choisir le produit qui est made in Bénin. Et pour ça, il faut travailler dur. Et il faut faire en sorte que les Occidentaux ne soient pas capables d'utiliser vos matières premières parce qu'eux, ils n'en ont pas chez vous. Donc, proposer des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire et travailler aussi... Un plus, exactement. Et ce que nous faisons aussi de différent par rapport aux autres, c'est qu'on a l'habitude de s'adapter à ce qui nous vient de l'extérieur. Eux, ils font les produits en fonction de leur peau, mais nous n'avons pas les mêmes types de peau. Les peaux noires, elles ont des spécificités. Donc, nous, on a vu ça et puis on a adapté nos produits vraiment aux peaux noires naturelles. Et ça fonctionnait au point où l'une de ces grosses marques, il y a 2 ans, est venue nous faire la cour et a demandé à avoir des intérêts dans Origine Terre, des parts dans Origine Terre. Donc, c'est un peu ça. Il faut pouvoir innover. Finalement, Kalou Dia nous parlait, elle nous dit tout. On posait les bonnes questions. Oui, j'avais peur que ce soit oui, non.
Mais là, je suis très contente. Et maintenant, nous allons passer au moment de vérité. Je suis très contente d'avoir passé cette étape avec vous. Vous avez été bien clair et je sais donner à... Franchement, je suis tellement contente que je m'entremêle, mais je sais désormais comment il faut faire parce que j'ai vraiment envie de faire comme vous. Let's do it. Alors, c'est le moment de vérité, le moment où, en fait, on vous fait réagir sur un sujet d'actualité et également où vous nous dites, en fait, toute la vérité par rapport à ce sujet d'actualité. Voici le jingle qui l'annonce. L'entame de cette émission, je crois bien avoir parlé du mois du consommant local. Donc, nous y sommes et je suis heureuse de constater que vous êtes en Canva, non? Je suis en Canva, je suis tellement fière d'être en Canva. C'est fait par une styliste béninoise, Loan H. Oui. Et c'est simple, c'est beau, je suis à l'aise dedans et je suis très fière de le porter. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est votre initiative, c'est votre avis sur l'initiative de Lolo Andoche, le FIPAF, je crois, le festival du pain tissé. Voilà. Oui, c'est une très belle initiative. C'est des choses que nous avons besoin de faire aujourd'hui pour mettre davantage en valeur notre culture et ce que nous avons, nos ressources. Parce que le problème, c'est que si nous ne le faisons pas, d'autres viendront les utiliser, vont les mettre en valeur et vont nous les arracher. Il y a des exemples comme ça. Le Hatcheké, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe avec d'autres cultures. Il y en a plein d'autres. Donc, c'est une très, très belle initiative que le gouvernement doit accompagner ou il doit féliciter. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement déjà qui a choisi un mois du consommant local. Oui, ça vous voit aussi? Ah ben oui, c'est une très belle idée et ça permet vraiment de découvrir beaucoup de pépites, de belles choses, de très belles choses qui se font. Oui. Vous louez à peu près tout ce que nous avons ici au Bénin. Je constate très bien, mais le problème avec les populations béninoises, c'est de ne pas faire confiance en fait à ce qu'ils ont ici au Bénin. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour promouvoir davantage le consommation local? J'ai envie de dire, et ça c'est un peu cynique de ma part, attendons que les Blancs viennent nous dire ça c'est bon, moi je consomme, mais tu devrais consommer parce que ça c'est arrivé déjà ici. Il y a une Blanche qui maintenant vit en Côte d'Ivoire qui a découvert nos produits et qui a fait découvrir nos produits à des dermatologues au Bénin qui étaient sceptiques et qui a réussi à les convaincre. Ils ont utilisé, après ils ont également recommandé à d'autres personnes. Donc peut-être que le médicament du Béninois qui ne croit pas en ces réalisations faites chez lui, c'est d'attendre que ce soit un Européen, un Chinois, un Libanais qui vienne lui dire « Ah mais moi j'ai essayé, c'est très bon, il faut que tu essaies. » Mais sinon, ça n'a pas de sens parce qu'aujourd'hui, même les Occidentaux sont en train de revenir aux basiques comme nous. Au bio. Au bio, exactement. Nous, on l'a toujours fait sans en avoir vraiment, sans avoir connaissance de la valeur. Ils sont passés au chimique et avec tout ce qu'on connaît, on voit l'impact sur leur santé. Ils reviennent aujourd'hui. Exactement, ils reviennent aujourd'hui. Ils reviennent, nous y sommes. Pourquoi ne pas mettre en valeur? Mieux, deuxième chose, pendant que je vous donne l'exemple d'un jus de fruits qui a été fait à l'extérieur, pendant que vous avez 1% d'un jus de fruits d'ananas. C'est écrit ananas dessus. Vous regardez les ingrédients, c'est 1% encore, avec un peu de chance. Sinon, c'est 0,00002% ou 9%. Vous avez des additifs, vous avez de l'eau, vous avez des colorants, vous avez beaucoup de sucre à des doses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et puis, c'est bon, évidemment, le goût n'y est pas du tout. Mais au final, le produit va revenir peut-être à 50 francs. Et ça, il y a des chiffres sur ça, avec des marques extérieures. 50 francs au producteur. Et puis ici, quand vous allez vouloir acheter, ça va revenir à 500 francs CFA. À côté, vous voyez un peu, et encore, le 1% d'ananas, ce n'est pas de l'ananas biologique. Mais ce que les gens... Ici, vous avez
mais du 80%, 90% de l'ananas. Vous avez de l'eau. Parfois, il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'ajout. On vous propose ça, le producteur va le produire, ça va lui revenir à 300 francs, 350, parfois 400, et puis il va vendre à 500. Honnêtement, moi, je ne réfléchis pas, j'achète ce qui est fait chez moi. Oui, Le goût même suffit. Oui, mais tout ça n'arrive pas souvent à convaincre les consommateurs. Ils disent souvent que les produits de chez nous sont chers, sont très coûteux. C'est le reproche qu'on fait c'est souvent. vrai, mais pour plusieurs raisons. Vous savez, les grosses marques étrangères n'ont pas commencé avec ces prix-là, ces tarifs-là aujourd'hui. Elles ont commencé quelque part. Elles ont commencé vraiment à zéro pour la plupart. Je peux donner des exemples, mais je n'ai pas envie de leur faire de la publicité. Et c'est parce que les leurs, n'ayant jamais goûté, leur ont fait confiance, on dit, ben, on va voir, c'est fait chez nous, on va voir, on goûté, on aimé, on consommé pendant des années, que justement ces entrepreneurs ont pu mettre de l'argent de côté et faire en sorte d'avoir un packaging qui leur revient moins cher. Mais en fait, la qualité a un coût. La qualité, c'est vrai que la qualité a un coût, mais le problème qui fait en fait que les entrepreneurs, leur produit à la fin est cher, c'est le packaging. Donnez-moi le nom d'une entreprise au Bénin qui fabrique ce verre-là, une bouteille. Pendant qu'à l'étranger, eux, ils ont tout à proximité. Mais ils y sont arrivés parce que les leurs les ont encouragés année après année. Ils ont pu budgétiser, ils ont eu des encouragements, des accompagnements divers. Et puis, ils ont réussi à acheter ou voilà, mettre en place ce qu'il fallait. Donc, pendant que le packaging va revenir à une grosse marque à l'étranger à 50 francs, chez nous, ça va revenir à 200 francs, à 150. Vous voyez, donc c'est clair que nous, on est désavantagés sur ce plan-là, mais ce n'est pas une raison pour ne pas consommer. Quand vous tenez à votre santé, on va tous mourir, c'est clair. Mais il faut mourir en ayant bien vécu, sans dépenser dans la santé et tout. C'est ça. Donc, je vous offrirai ce cocktail offert par Novotel. Vous pouvez en prendre ou vous préférez tout ce qui est naturel. C'est quand même naturel, je pense bien. Allez-y. Merci beaucoup. Et entre-temps, je voudrais savoir ce que vous allez pouvoir faire si vous aviez un bâton magique pour remettre donc tous les Béninois dans la dynamique du consommant local. Qu'est-ce que vous allez faire? La première chose, j'ai envie de dire qu'il faut déjà exporter massivement nos produits. Donc, faire en sorte de mettre en place des partenariats avec des pays de la sous-région, mais aussi à l'étranger, pour exporter massivement et donner de la visibilité à tous ces entrepreneurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où les autres vont arracher nos produits, c'est là que ces personnes sceptiques vont y voir de la valeur. Je pense que c'est le seul médicament du Béninois qui est sceptique sur le consommant local. Et puis à partir du moment où les autres vont dire « Ah, mais c'est chez toi, il faut que tu commandes ». Moi, j'ai plein de clientes qui me disent « Moi, je suis ici, j'avais vu, c'est vrai, mais je n'ai jamais acheté. C'est ma fille qui est à l'extérieur qui m'en a parlé, qui m'a recommandé. » J'utilise Origine. Merci beaucoup. Terre et concombre. C'est vrai? Oui, c'est ça que j'utilise. Merci beaucoup, Angela. Donc, je pense que c'est quand des personnes de l'étranger viendront louer les initiatives que ça va bien se passer. Dans ce pays, il y a un ministre du gouvernement actuel qui nous a énormément encouragés, qui consomme, il n'est pas le seul qui consomme nos produits. De la même manière, nous avons fait une exposition où un autre ministre, je ne donnerai pas son nom, a dit « Ouais, mais tout ce qui est fait ici, c'est douteux. Je ne vais pas continuer, sinon ce n'est pas bien pour moi, même ma santé. » Oui, donc, mais le problème, c'est que il y a des gens quand même qui font du n'importe quoi aussi, disons la vérité, oui, c'est que dans la pratique, on se rend compte qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Hein, le rapport qualité, enfin... Mais vous savez, ces personnes-là, vous savez, quand vous n'avez pas d'amour pour ce que vous faites, quand vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, c'est une sélection naturelle. Hein. Parce que quand vous êtes passionné par ce que vous faites, que vous ayez des moyens ou pas, vous allez le faire proprement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas attendu d'avoir les gros moyens avant de... Voilà. Mais en interne, on faisait tester par des gens et c'est seulement quand c'est bon qu'on sort le produit. C'est seulement quand on est capable de se dire « Ah oui, à côté de telle grosse marque, les gens vont choisir notre produit parce que notre packaging est impeccable, la qualité de nos produits est impeccable, visuellement c'est vraiment très joli, les gens seront fiers de l'utiliser et en plus ils ont un bénéfice supplémentaire. Donc quand vous arrivez à faire réfléchir les consommateurs de cette manière, il n'y a rien à faire.
Vous Ça irez va de venir. l'avant, ça va venir. Mais quand on fait comme si on vous avait obligé à aller vers l'entrepreneuriat, ça ne va jamais marcher. À un moment donné, vous allez dégringoler. Alors, il y a un sujet d'actualité qui fâche beaucoup en ce moment. Il s'agit, bon, c'est moi que ça fâche, mais bon, il s'agit du communiqué du recteur de l'université d'Abomey-Calavi qui dit que désormais, il y a des tenues comme les débardeurs, donc les habits sans manches, les mini-jupes et je dirais les pantalons taille basse qui sont interdits. Et en plus, c'est de dire que ce n'est pas, la liste n'est pas exhaustive. Et je voudrais avoir vos commentaires par rapport à ça. Vous voulez vraiment que je réponde? Je n'ai pas encore soutenu ma thèse. Je vais être blacklistée à l'université. C'est ce que vous souhaitez, Angela? Non. D'accord. Je vous prends à témoin si ça arrive. Non. Non, je vais quand même répondre. Mais vous avez déjà répondu. Non, je déjà. pense que c'est une manière de contourner le problème. Je suis d'accord qu'il faut des tenues correctes pour aller étudier parce qu'il ne faut pas non plus être dans la provocation. Je suis totalement d'accord. Et ça, en fait, c'est un travail qui doit commencer à la maison, avec les parents, avec le voisinage, avec les amis, avec son homme, son petit ami et consort. Il faut pouvoir recadrer les choses. On est bien d'accord sur ce point. Quand vous voulez vous faire respecter, vous ne portez pas ce que vous voulez dans tous les sens du terme pour aller à des endroits donnés. Ça, là, c'est vrai. Mais il faut reconnaître également que vous avez beau vous mettre en burqa, dans certains pays, il y a des dames qui sont habillées en burqa, on ne voit rien, mais qui se font quand même violer, qui se font quand même harceler. Donc, une fois que on ne se fait pas dit, violer, hein? On est violé. Pardon, on est violé. Désolée, oui. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, peu importe ce que vous portez, ce que la femme portera, elle ne se sent pas forcément en sécurité systématiquement là où elle est. Donc, pour ma part, je ne suis pas d'accord pour ce communiqué. C'est une manière de contourner le réel problème. Lorsque vous savez pourquoi vous allez à l'université en tant que femme, mais aussi en tant qu'éducateur, c'est à vous de dire ce que tu as porté. Tu ne devrais plus le porter, sinon je ne te reçois plus dans ma classe. Si vous le dites 2 fois à une femme, elle va réfléchir la 2e fois avant de venir en mini-jupe ou en quelque chose, en une tenue qui peut vous provoquer. Donc, quand vous prenez de la hauteur de cette manière-là, il n'y a rien à faire. On ne va pas en arriver à ce à quoi on arrive, justement, où des femmes sont bloquées à l'université parce que, voilà, comme vous pouvez comprendre à demi-mot. Mais voilà, puisqu'on doit passer par là et que quelque chose doit être fait, je pense que c'est une manière de régler le problème, sauf qu'on ne veut pas régler le problème à la racine. On ne veut pas prendre le taureau par les cornes, donc on va contourner un peu et puis on verra où est-ce que ça va mener. Ce sont les femmes Mais c'est toujours les femmes qui ont tort, c'est toujours les femmes qui trinquent, c'est toujours les femmes qui doivent prendre sur elles. C'est dommage, mais c'est ce à quoi notre société nous expose aujourd'hui. Et c'est à croire que être femme, c'est vraiment... c'est pas bien. Bon, pensez-vous qu'il est plus difficile pour une femme de réussir en entrepreneuriat plus qu'il ne l'est pour un homme? À 100%. Parce que première chose, on ne regarde pas votre, on va dire, votre background, on ne regarde pas ce que vous proposez, on a envie voilà, de profiter de vous, première chose. Deuxième chose, et c'est vraiment à tous les niveaux. Deuxième chose, à un moment donné, il faut construire une vie de famille quand on choisit, on est bien d'accord si on choisit. Et lorsque vous décidez de passer par cette étape, vous faites énormément de sacrifices. De l'autre côté, vous allez devoir laisser un peu tomber vos rêves. Là, vous avez envie d'aller. Et donc, au lieu d'aller vraiment à 1000 à l'heure, vous allez aller peut-être à 20 à l'heure. Parce qu'en temps, il faut prendre soin de sa maison, il faut prendre soin de ses enfants, il faut prendre soin de son homme, de sa famille. Donc, oui, c'est vraiment très, très difficile. Et troisième élément, lorsque vous allez à des rencontres, souvent lorsque c'est à 2, on n'a pas envie de vous écouter, on a envie de vous draguer, on ne veut pas forcément vous traiter comme un entrepreneur, comme une personne qui entreprend et qui est là pour aller de l'avant, qui est là pour gagner un marché. On veut d'abord quelque chose en retour, alors qu'un homme, il vient vous parler business et puis 5 minutes, c'est bon, c'est plié, vous êtes parti.
La femme, on va tourner autour, revient me voir. Ah, on devrait se voir 22h. Ah, pourquoi pas bon, 23h. Donc, et à un moment donné, on vous donne l'impression que vous n'avez pas vraiment le choix. Et si vous voulez avancer, soit vous acceptez, et c'est encore les mêmes qui vont vous salir après, soit vous quittez là, et en fait, ça vous rallonge la route parce que vous êtes obligé de passer par beaucoup de difficultés, alors que ce seul rendez-vous de 5 minutes vous aurait fait gagner un temps monstre. Je crois que si je savais tout ça, oh, franchement, je suis tellement heureuse de vous avoir invité encore une fois, parce que pour moi aussi, c'est la vie de la femme, c'est comme une fiction. On nous demande de jouer des rôles qui sont déjà préparés pour nous, et c'est comme si c'était une malédiction, parce qu'à chaque fois, on nous tape dessus. Mais bon, on va continuer. Kaloudia, les internautes vous attendent. Ils ont posé d'énormes questions, et je vais me faire le devoir de vous les reposer. À tout de suite, donc, pour le show des internautes. Voici le jingle. On va commencer par Charles qui dit ceci. Comment réagissez-vous face aux grosses difficultés? Bon, il n'a pas spécifié la difficulté, mais comment est-ce que vous arrivez à faire face à vos difficultés? Je pense trois éléments, trois choses. Première chose, il faut avoir quelqu'un à côté, un mentor, un aîné, pour vous donner des conseils, parce que ce n'est pas comme si on avait déjà vécu une vie d'entrepreneur et qu'on est en train de la revivre. Et donc, il faut avoir des personnes de confiance, pas beaucoup, qui vous donnent des conseils, qui vous aident à vous temporiser face aux ouragans. Deuxième chose, il faut énormément se documenter soi-même pour apprendre à se connaître, apprendre à maîtriser ses émotions face aux clients, mais aussi face à la grosse difficulté, c'est le personnel. D'ailleurs, je vous ai entendu, lorsque je préparais cette émission, j'ai vu que vous aviez dit à un journaliste que la grosse difficulté, c'est encore les clients. Non, la grosse difficulté d'un entrepreneur, c'est vraiment son équipe. La grosse difficulté, c'est son équipe. Ah, d'accord. C'est pas du tout les clients, c'est pas du tout les matières premières. C'est d'abord l'équipe. Il faut avoir une équipe stable parce que seul vous pouvez rien faire. Seul, c'est impossible d'aller loin. Donc, avec une équipe stable qui est avec vous longtemps pour mener loin, c'est possible. Mais quand elle n'est pas stable, c'est vraiment une grosse difficulté. Hospice dit ceci. Comptez-vous revenir avec vos projets académiques de départ? Je ne les ai pas vraiment lâchés parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas volontaire d'avoir mis cette petite pause. Et je n'ai pas arrêté, je fais de la consultation. Il y a l'Union africaine qui me sollicite de temps en temps pour l'observation des élections, par exemple. La CEDEAO aussi. Et donc, je fais de la consultation. Après, oui, c'est beaucoup plus ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, finir ma thèse et après, avoir des opportunités de consultation. Donc, je n'ai pas coupé totalement les ponts. Ismaël, non aux longues études, oui à l'entrepreneuriat, aux affaires. Vous avez bien raison, Ismaël. Mais sachez que quand vous entreprenez, vous n'allez pas seulement vous asseoir pendant de longues études pour faire des spécialités. C'est tous les dimanches pendant 7 ans. Ça fait 7 ans que moi je suis dedans, mais vraiment dans Origine Terre, pas dans le début. Et tous les dimanches que je me forme, et je me forme à fond. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez maîtriser tous les secteurs de votre entreprise pour que vos collaborateurs comprennent que vous n'êtes pas né avec une cuillère d'or dans la bouche et que s'ils claquent la porte, vous n'allez pas mourir. Et donc, vous devez vous considérer comme un caméléon, être capable d'occuper chaque poste dans votre entreprise. Quand vous occupez chaque poste, on vous accorde un respect. Quand vous êtes femme, vous avez des personnes, surtout les hommes, ils n'aiment pas se faire diriger par des femmes. Et donc, quand vous ne maîtrisez pas ce qu'ils font, on va vous en faire voir de toutes les couleurs. Donc, même si vous fuyez les longues études, ça va vous rattraper en tant qu'entrepreneur. Vous devez vous former constamment. D'accord. Alors, en fait, je n'avais pas fini de poser la question que Ismaël voulait vous poser, mais je crois qu'in fine, vous lui avez répondu. Mais je continue avec la question pour que Ismaël ne se vexe pas. Donc, il disait non aux longues études, oui à l'entrepreneuriat, aux affaires. Beaucoup de jeunes le pensent désormais. Quel est votre avis? Je crois que Kaloudia vous a déjà répondu. Et là, maintenant, nous irons vers le quiz. Une question à
Pas multiple pour vous cette fois dans le quiz. Kaloudia s'est lancé dans l'entrepreneuriat après petit A, le commerce de bijoux, petit B, le transfert d'argent mobile money, petit C, la fabrication de jus. Comme je le disais également, la première bonne réponse sera récompensée par la session live de l'ORTB avec un chèque cadeau de Lolo Andoche. Le gagnant du quiz du mois dernier, il s'appelle Kevik Ulrich. Et donc, nous l'avons prié de venir ici ce soir. Je crois bien qu'il n'est pas arrivé. Mais bon, il pourra venir à tout moment, peut-être le mois prochain, pour retirer son chèque cadeau. Et cette fois encore, pour la question que je vous avais posée tout à l'heure, c'est encore Lolo Andoche qui nous offre un chèque cadeau d'une valeur de 15 000 francs CFA. Lolo Andoche qui m'a également habillée, qui a organisé donc le défilé Festival international du paille tissé la semaine dernière. Kaloudia, merci beaucoup d'être passé par ici. Je suis très heureuse de vous avoir reçu. Chers amis internautes, j'espère que vous avez aimé ce que nous avons dit durant cette émission. Retrouvez l'émission ORTB Live Session en nouvelle diffusion sur BB24 demain à partir de 16h. Merci et ça fait à novembre.